Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant, engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Cet épisode est soutenu par AppleLearn, la plateforme LMS qui transforme l'expertise de vos formateurs et de vos experts métiers en succès pédagogique. AppleLearn, c'est la combinaison d'un LMS ultra intuitif, d'un outil auteur avec IA pédagogique et d'une équipe de passionnés qui vous accompagnent dans la réussite de vos projets. Cette plateforme vous permet de créer des formations inclusives qui engagent, qui marquent les esprits et qui restent simples à concevoir et à piloter. J'aime particulièrement leur vision, libérer la créativité des formateurs et rendre la technologie invisible pour que la pédagogie soit toujours au premier plan. Avec AppleLearn, vous concevez, vous engagez et vous réussissez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applelearn.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode et dites-leur que vous venez de ma part pour bénéficier des frais de mise en service offerts. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet clé, le rôle du learning dans la transformation des organisations. Mon invité, Iman Nari, accompagne depuis plus de 15 ans des projets de changement et elle en est convaincue, sans culture apprenante, pas de transformation durable. Alors, ensemble, on va parler des freins, des leviers, des bonnes pratiques, mais aussi de l'importance de vivre soi-même le changement pour mieux accompagner les autres. Un épisode concret, inspirant et surtout très utile pour celles et ceux qui veulent faire du learning un vrai levier stratégique. Bonne écoute! Bonjour Iman et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir. Eh bien écoute, moi je suis ravie de t'accueillir, surtout pour parler d'un enjeu clé. Donc pourquoi et comment le learning est devenu un levier stratégique dans la transformation des organisations? Et surtout, tu vas nous dire comment passer de la simple formation à une vraie culture apprenante au service du changement. C'est cela? C'est exactement ça. Et je suis ravie de pouvoir parler en fait de ce sujet learning, qui est un sujet qui te tient particulièrement à cœur aussi et qui est aussi une des composantes essentielles, comme tu l'as évoqué, dans les grands projets de transformation. Alors, pour commencer, Iman, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Écoute, avec grand plaisir. Donc, je suis Iman Nari, je suis consultante, formatrice et coach certifiée en conduite du changement depuis près de 15 ans maintenant. Et mon expertise s'est construite en fait autour du déploiement de grands projets de transformation à l'échelle nationale, internationale et secteur privé et secteur public confondus. Donc, j'accompagne les organisations, le management et les équipes dans l'embarquement, dans l'adoption d'outils, puisque environ 90% des projets de transformation sont surtout des projets de déploiement d'outils. Et à ce titre, je suis également, parce que le sujet de la transfo et de la conduite du changement me passionne beaucoup, je suis également hôte d'une émission radio qui s'appelle Change Doers, où je donne justement la parole à des experts et des praticiens. Mais là, je me focalise vraiment sur le changement et la transformation dans sa globalité, donc ce n'est pas seulement focalisé sur les organisations. Et j'ai cofondé aussi donc la communauté franco-canadienne du leadership du changement qui va rassembler toutes des passionnés de la conduite du changement, un peu tu vois outre-Atlantique, et de voir un petit peu aussi comment nos collègues canadiens traitent, nos collègues même anglo-saxons, tu vois, traitent de la question de la conduite du changement et de la transformation. Et c'est une communauté francophone. Voilà. Très chouette. Et d'ailleurs, nous, on s'était rencontrés pour la petite histoire à Learning Technology. Alors, je ne sais plus si c'était en 2022 ou 2023. Et depuis, on s'est suivis sur LinkedIn ou autre. Exactement, ouais. Je te connaissais déjà sur LinkedIn et puis on s'est rencontrés effectivement avec un groupe de personnes en 2022. Tu vois, ça date. Hein.
Et exactement. Et puis on s'est retrouvés d'ailleurs au Learning Technology pour notre passion assez commune autour des sujets de formation. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, lorsque tu t'es présenté, donc tu accompagnes depuis plus de 15 ans des projets de transformation. À quel moment as-tu pris conscience que le learning n'était pas un plus, mais vraiment une composante centrale de ce changement? Tout à fait. Sur les grands projets, comme évoqué au début du podcast, les grands projets de transformation qui sont menés dans les entreprises sont des projets de déploiement d'outils dans une grande majorité. Et les compétences en fait qui sont développées sont essentiellement des compétences techniques. Là où la formation est un levier clé, tout comme la communication d'ailleurs, c'est l'idée que il n'y a pas que des compétences techniques à mettre en avant. Et c'est au moment où il y a quelques années, il y a 2-3 ans, où j'ai réalisé grâce à ma formation de coach qu'il y avait au-delà des compétences techniques, des compétences en fait de comportementales, des compétences de posture qu'il faut aussi mettre en avant lorsque l'on traite d'un projet de transformation ou lorsqu'on traite en fait d'un projet qui va conduire les entreprises à adopter fatalement de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements et une nouvelle culture. Ça, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de mettre de la formation comme une simple transmission ou un simple développement de compétences techniques, mais il y a aussi toutes les compétences émotionnelles qu'il y a derrière. On reviendra un petit peu là-dessus puisque le World Economic Forum est clair sur les compétences à développer d'ici 2030. On a vraiment les questions de flexibilité, d'adaptabilité, et aussi de culture apprenante qu'on développera un petit peu par la suite. Et justement, donc tu as dit que les entreprises, elles associent encore la formation à une simple transmission de savoir. En quoi, pour toi, le learning est vraiment un levier stratégique de transformation? Donc là, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais si tu pouvais juste nous en dire un petit peu plus. Exactement. Souvent, quand on parle de transformation, on va demander aux collaborateurs, comme j'expliquais, d'utiliser des outils. Là, il s'agit quand on prend en main un outil, et c'est un petit peu, je dirais, l'un des écueils que l'on peut faire aujourd'hui au niveau des organisations, c'est d'abord de penser l'outil avant de penser la posture ou de penser en fait comment collaborer différemment. L'outil va venir en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce qui va faire que on va utiliser un outil pour pallier à différentes problématiques pour être beaucoup plus concurrentiel sur le marché. Là où il faut travailler en chambre, je dirais, ou même en amont et ce qui fait en fait la force, je dirais, de la conduite du changement et de la transformation, c'est de penser en fait changement d'état d'esprit, penser autrement, avoir un nouveau mindset et de travailler, comme j'expliquais, sur la posture, de travailler sur la gestion des émotions, la gestion des conflits, de travailler sur des postures managériales différentes et des comportements émotionnels qui pourraient justement venir comme un tout appuyer justement les compétences techniques que l'on pourra donner par la suite aux collaborateurs sur l'utilisation de l'outil. Ce que je veux dire par là, c'est que l'outil est au service d'eux. Et là où il y a le learning et la formation a un vrai rôle à jouer, qui peut utiliser d'ailleurs la boîte à outils du coach, c'est d'aller chercher justement comment travailler sur l'adaptabilité, la flexibilité et comment rendre les gens maîtres de leur apprentissage. Oui, parce que très souvent, un nouvel outil implique de revoir des process. Donc, c'est tout ça qu'il faut aussi accompagner, hein, c'est cela? Exactement. On revoit des process et dit process dit fatalement donc un enchaînement d'actions, mais aussi ces actions ne sont pas dénuées de sens. Donc il faut pouvoir en fait remettre dans cette transformation outil ou technologique du sens et une envie de comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi on est là, pourquoi aujourd'hui on se transforme, pourquoi cet outil vient nous transformer et qu'est-ce que ça vient dire en fait de notre organisation et de notre culture au sein de l'organisation. Et tu parles aussi souvent de culture apprenante, comme justement un socle pour réussir les transformations. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et surtout, est-ce que est-ce que toutes les entreprises sont prêtes à adopter cette culture apprenante ou pas? Donc, qu'est-ce que tu constates toi dans ton quotidien? Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près, comparé à 10 ans, il y a 10 ans, on avait un projet de transformation par an.
Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle ou même avec les outils, l'émergence de tous les outils et l'accélération de nos outils, de nos modes de travail, on se rend compte que il y a à peu près entre un projet et demi, voire 2 projets par an. Donc ça change complètement la donne. Donc ça signifie que les collaborateurs sont sans cesse dans un mouvement, dans une dynamique d'apprentissage. Donc ça ne se termine ça ne se finit jamais. On est vraiment là dans ce qu'on appelle la formation continue. Et l'idée de la culture apprenante, c'est de dire que une organisation, ce n'est pas un apprentissage ponctuel. On n'est pas sur un événement exceptionnel. On est vraiment sur une pratique quotidienne. Et c'est ça qu'aujourd'hui la conduite du changement essaie aussi de mettre en place, c'est de pouvoir, avec ce changement, avec ces transformations multiples, changer aussi la manière des collaborateurs de comprendre leur environnement, leur écosystème et la dynamique. Donc, quand on fait une formation, on se dit pas bon juste c'est cool, c'est bon, j'ai fait ma formation, bon je retourne à mon poste de travail et puis j'oublie un petit peu ma formation. Chaque jour en fait, pendant la formation, il faut qu'on s'autorise à tester, partager, ajuster, donc à itérer. Et dans une culture apprenante, on a vraiment aussi la culture de l'erreur. L'erreur comme étant non pas une sanction, une punition, mais comme étant quelque chose qui est absolument valorisé, surtout dans un contexte de transformation assez récurrent, et voir ces erreurs comme une opportunité vraiment d'apprentissage. Donc aujourd'hui, en fait, dans les organisations dans lesquelles j'interviens, on tend vers la culture apprenante. Ce n'est pas encore absolument vraiment intégré, mais ça, on tend vers cette culture-là. Et je me dis souvent que j'ai 3 indicateurs aussi dans ma tête, des questionnements que j'utilise en fait quand je vais aussi pour voir un petit peu dans quel milieu j'évolue quand je rentre dans une organisation. C'est est-ce qu'on valorise la curiosité au sein de l'organisation, ou est-ce que c'est vu comme un peu une perte de temps? Est-ce qu'on libère du temps pour se former, échanger et partager? Ça, c'est très important, et non pas que ce ne soit pas simplement vu comme étant ponctuel pour des raisons en fait qui seraient liées à une transformation ponctuelle. Et est-ce que les managers sont aussi, enfin, montrent un peu l'exemple dans le sens où est-ce qu'ils se forment eux-mêmes et est-ce qu'ils sont enclins en fait à aller dans cette exemplarité et à développer leurs compétences d'apprentissage pour vraiment être dans une dynamique beaucoup plus, non plus managériale, mais plus une dynamique de leadership. Donc ce sont des étapes qui sont importantes. Et justement, cette dimension apprenante dans un projet de conduite du changement, toi, tu conseilles de l'intégrer à quel moment? Au début, en amont? Exactement. Aujourd'hui, j'ai avec ces années d'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait que très très souvent dans la conduite du changement, on fait un projet, on le déploie, on forme. Voilà, globalement, voilà, la formation arrive un peu tardivement. La formation outil arrive au moment où on déploie l'outil. Donc ça paraît assez évident et logique. Là où moi j'ai mis un petit bémol, où j'ai mis en fait une réserve, justement c'est sur les formations dont je te parlais tout à l'heure, sur le comportement et la posture, et développer en fait la culture du changement et tu vois, cet apprentissage de la flexibilité et de l'adaptabilité. Parce que dans une organisation, très souvent le changement il est imposé, donc il vient de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, ce dont les organisations devraient être capables, c'est de s'emparer du sujet très rapidement en se disant, là, ce qui fait le succès d'un projet, c'est les hommes et les femmes qui la composent. C'est leur capacité à adopter les transformations et les changements successifs. Donc, il faut miser sur l'humain et il faut miser sur l'accompagnement humain en amont d'un projet de transformation. Et donc là, on est sur cette idée de culture apprenante, d'apprentissage continu, où en fait, on va parler vraiment en fait, on évite que les collaborateurs se retrouvent au pied du mur au moment d'un projet de transformation, parce qu'un projet de transformation, ça comporte des tensions, des conflits. Il y a aussi des moments d'erreur, des moments où on doute, et il faut armer et accompagner ses collaborateurs en amont
pour travailler sur la gestion des résistances, la gestion des émotions, etc. Donc, tu vois, je dirais que il y a deux pendants. Travailler sur la formation outil au moment où on déploie l'outil, ça a du sens, évidemment, parce que sans outil. Par contre, travailler en amont, avant le projet, de manière continue sur les collaborateurs et sur leur posture et sur les comportements et leur donner en fait sur la gestion des émotions, ça ancre en fait inconsciemment des apprentissages qui vont aider en fait l'apprentissage d'un outil. Justement, concrètement, donc quand tu travailles sur un projet de transformation et que tu vas concevoir un dispositif de formation, donc comment tu fais justement au-delà des aspects formation sur les outils et les process, comment tu vas intégrer ces dimensions dont tu viens de nous parler? Ce qui me paraît intéressant quand j'entre en fait dans une organisation par la porte très souvent du conseil et de la conduite du changement, c'est de pouvoir intégrer très en amont et d'être très clair avec les organisations, c'est d'intégrer en fait cette partie que j'appelle un peu, tu vois, une formation coaching un peu hybride où j'intègre dans cette offre-là l'idée que avant même de conduire ce changement, on doit pouvoir travailler sur des ateliers, construire des ateliers autour de la gestion des résistances, de la gestion des conflits, de la gestion des émotions, pour justement travailler avec les équipes et à différents niveaux. Tu peux travailler sur le niveau collaborateur, opérationnel, tu peux travailler sur le middle management et tu peux travailler aussi avec le COMEX, donc les directions, pour acquérir un langage commun qui leur permettra justement de créer cette dynamique qui ira vers le changement. Et là, tu vois, la conduite du changement ou la méthodologie qu'on met en place par la suite pour en créer une transformation ou le déploiement d'un outil prendra son sens, tout son sens. Et on aura en fait beaucoup moins à l'arrivée. On aura une adoption, je dirais, quasi naturelle en fait d'un changement quel qu'il soit. Donc là où c'est important, c'est de se dire que quasiment, tu vois, au moment du cadrage initial, il faut que cette idée de comment le changement va impacter les collaborateurs et comment je vais les aider en fait, comment je vais les accompagner à travailler sur ce changement doit être absolument en fait réalisé avant même tout projet de déploiement. Donc, ce que je préconise aujourd'hui aux organisations, et je sais que c'est là un petit peu tu vois, on marche un petit peu sur un fil de rasoir, c'est que les organisations viennent pas souvent vous chercher en tant que change manager ou consultant en conduite du changement pour cette partie-là. Ils viennent vous chercher pour la méthodologie, ils viennent vous chercher pour la conduite du changement, pour les aider à les accompagner. Mais là, en fait, je dirais que ce n'est pas trop tard, c'est déjà un bon début d'intégrer déjà la conduite du changement parce que c'est quelque chose qui n'était pas d'une évidence, tu vois, flagrante il y a 15 ans ou il y a même 10 ans. Aujourd'hui, il y a des cellules de conduite du changement, il y a des départements spécifiques conduite du changement et on a pris vraiment la mesure de l'importance de la conduite du changement dans un projet de transformation. Je dirais que on peut travailler en parallèle, rien n'est perdu. On peut travailler à la fois sur la méthodologie et sur le projet. Comment je construis en fait le projet de transformation et la méthodologie autour du déploiement d'un outil et comment en parallèle je peux travailler sur la culture et la apprenante avec les différents collaborateurs et tout ça en synergie avec si possible les différentes couches comme je viens de l'expliquer, collaborateurs, middle management et puis le COMEX. Mais tout cela, ça demande du temps et on sait que les équipes, elles sont souvent surchargées et qu'elles manquent justement de disponibilité. Donc, comment tu fais justement pour que ce temps de formation ne soit pas vu comme une contrainte? Parce que quelque part, ça va être un peu ça. C'est « Oh, encore une formation, qu'est-ce qu'elle vient nous embêter ?» Oui. La formation, tu vois, si on travaille sur la culture apprenante, la formation devient une composante naturelle. En fait, il y aurait peut-être même pas, tu vois, si je devais vraiment grossir le trait, il y aurait même plus en fait cette idée de je me mets dans une salle, je me forme, c'est un moment solennel. En fait, ce serait quasiment en fait quotidien. Donc on apprend, de toute façon, on apprend les uns des autres. On apprend au quotidien, on apprend par le biais de tout ce dont on dispose aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc l'apprentissage ne se termine vraiment jamais. Soyons pratico-pratiques et revenons en fait à
à nos organisations aujourd'hui, aux défis auxquels elles font face. La formation, il faut en fait sortir un petit peu le nez du guidon, il faut changer de cadre. Quand on est dans une formation, on change de cadre. Et l'idée de la formation, c'est de pouvoir se dire, si vous avez compris que dans une formation, on est là pour tester, pour itérer, pour apprendre, pour se tromper, pour être dans un contexte dans lequel on se retrouve pour partager et échanger, vous aurez compris que la formation, elle est à votre service et non pas en fait à votre détriment, ou qu'elle est là pour vous couper de votre quotidien ou vous donner de la charge de travail en plus. Elle fait vraiment partie intégrante d'une solution qui va vous aider à la fin de la journée ou à la fin de la demi-journée, justement à lever le nez et à vous dire, ah bah tiens, je pourrais peut-être faire autrement. Donc, il faut voir la formation comme une brique qui est essentielle à votre quotidien et non pas comme une contrainte qui pourrait venir vous saboter en fait votre charge de travail. Il faut l'intégrer comme étant une composante essentielle en fait, surtout dans une culture de transformation et dans une culture en fait d'apprentissage. Il va falloir en fait le plus gros du travail sur ces prochaines années, ce sera comme l'explique en fait Peter Singer dans son livre La 5e discipline, il va falloir vraiment se dire que l'apprentissage, c'est la composante essentielle qui va permettre en fait de passer vraiment d'un état A à un état B. Et l'apprentissage vient aussi avec cette pensée systémique, parce que très souvent dans les organisations on travaille en silo et on n'a pas une vision globale en fait de ce qui se passe. Donc dans cette pensée systémique, en fait, on n'est pas juste là pour résoudre un problème, on est là pour en fait sortir un petit peu, prendre du recul et se dire qu'en fait le problème, il va impacter mon collègue à côté, il va impacter l'organisation, enfin le département d'à côté. Et là en fait, on peut travailler en synergie et en échange quasi quotidien. Ouais, ça tu as raison de dire que souvent les organisations travaillent en silo et ça c'est dommage parce que justement on manque de cette transversalité sur les projets et on sait très bien que ce que fait l'un peut avoir une répercussion sur l'autre. Exactement, tout à fait, absolument. Et si on en revient aux managers, Iman, donc ils ont un rôle très important à jouer justement dans cette conduite du changement. Et comment tu les accompagnes dans la diffusion de la culture apprenante? Tu fais bien de le souligner parce que les managers sont un petit peu entre le marteau et l'enclume. Mais c'est aussi en fait les premiers catalyseurs du changement. Ce qu'ils disent va compter et la manière dont ils le font va compter. C'est vraiment la clé de voûte du changement. Leur rôle, évidemment, on leur demande pas de tout savoir. Leur rôle, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est vraiment de créer les conditions nécessaires pour leurs équipes et les conditions d'apprentissage. Et ça suppose en fait que eux-mêmes soient dans cette dynamique d'apprentissage, qui n'aient pas peur d'aller vers l'apprentissage et qui soient vraiment très friands de l'apprentissage. C'est aussi une preuve d'exemplarité, et que eux-mêmes finalement changent de posture. Là, on va plus passer, on n'est plus dans du management, plus sur de la facilitation, sur de l'accompagnement à grandir, faire grandir les collaborateurs et vraiment être capable de dire même si je ne sais pas, on va travailler, on va chercher ensemble. Tu vois un petit peu comment on peut infuser et diffuser cette culture apprenante ne serait-ce que sur du langage, tu vois, sur le langage commun. Et évidemment, pour les accompagner, tu peux prendre ta casquette de formateur ou de coach et tu peux en fait les outiller, leur donner des techniques d'animation, des techniques de feedback. Le feedback, c'est hyper important. Comment faire un bon feedback auprès des collaborateurs. Et ça, c'est des choses en faisant. C'est en faisant et c'est en vivant la formation et en faisant que l'on arrive en fait à finalement lever les résistances, lever les rumeurs, les non-dits, et le fait de les coacher sur leur posture, et surtout pour les managers, je dirais quelque chose que j'ai vu très très souvent, apprendre à écouter, à encourager et à valoriser l'erreur. On en parle souvent de l'erreur, mais en pratique, il y a très peu de place à l'erreur dans les organisations. On attend de vous
que ce que vous faites ce soit excellent, ce soit fait à la perfection. Alors je le rappelle, on est dans un contexte de transformation, et dit transformation dit apprentissage. On ne peut pas passer d'incompétence inconsciente, si vous connaissez les 4 phases de l'apprentissage, à une compétence consciente du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Et si les managers, qui sont nos premiers remparts en fait au changement, s'ils sont capables d'infuser cette culture de l'apprentissage, eh bien en fait ça devient naturellement, le changement devient quelque chose de beaucoup plus naturel et quelque chose qui sera vécu de manière beaucoup plus, je dirais, soft, beaucoup plus légère, si je peux dire ça comme ça. Oui, j'ai proposé justement un épisode du podcast sur l'erreur dans l'apprentissage. Donc, j'indiquerai le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu as dit. On va apprendre ensemble. On va chercher ensemble. Je pense que c'est important que le manager soit au niveau de l'équipe dans une conduite de changement. Absolument. Alors, dans tes interventions, donc je sais que tu utilises des formats variés, donc tu proposes des ateliers, des podcasts, des serious games, des communautés apprenantes. Donc, est-ce que pour toi, justement, l'expérience pédagogique, elle a un impact sur l'adhésion au changement? Énorme. C'est énorme. Toute l'expérience pédagogique et les différents supports que l'on va mettre en place, alors sur la diversité des supports, je dirais que tout dépend en fait de la culture de l'entreprise. Évidemment, on ne révolutionne pas tout du jour au lendemain, on y va à tâtons et on peut faire des propositions. Globalement, l'expérience d'apprentissage, elle fait vraiment toute la différence entre une formation qu'on va oublier et une formation qui transforme. Je sais que tu connais très très bien ce sujet, Anne-Marie, mais quand on t'assiste à un cours magistral de 3 heures sur une formation ou un enseignement qui est descendant, bon, tu vas retenir peut-être 10% de ce qui a été dit, et puis tu vas rêvasser, et puis un peu comme tout le monde, tu vois, ton attention au bout de 45 minutes, 30-45 minutes, même si maintenant aujourd'hui l'attention est beaucoup plus basse, en fait, tu ne vas quasiment rien retenir. Donc, pour que l'apprentissage et pour que la formation ait un impact, il faut vraiment faire vivre une expérience. Déjà, on part du vécu des apprenants. Donc, on est dans le cahier des charges initial. On part sur quelque chose en fait qui va tout de suite leur parler, qui parle de leur expérience au quotidien. Et là, on va les capter directement. Et là, si on les met dans une expérience où on teste, où on échange, et même dans une expérience fun où on peut rire, etc., on peut être sûr que ce qui va être retenu à la fin de la journée ou de la demi-journée, ce sera en fait un apprentissage qui les aura marqués parce qu'ils l'auront vécu. Donc l'impact en fait de l'expérience d'apprentissage, c'est vraiment de rendre l'apprentissage extrêmement tangible, concret, pratico-pratique. Ça rejoint aussi la question de tout à l'heure. Tu sais, tu me parlais de j'ai pas le temps, je sais pas faire, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'ils sortent de cette formation en se disant je sais quoi faire, je suis outillée, je vais apprendre à faire sur le terrain, et ces outils, les outils que j'ai appris vont pouvoir me servir et vont pouvoir m'aider et faciliter mon travail. En fait, on parle pas d'une formation, on la vit. C'est pour ça qu'on utilise des formats qui sont variés pour à la fois en fait stimuler tous les sens, la tête, le cœur, les mains, le corps, et c'est ce qui va vraiment créer en fait l'adoption, l'adhésion, c'est ce qu'on va vivre et pas ce que l'on va venir imposer. Eh bien, Iman, merci beaucoup pour ce partage. On va arriver donc à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Moi, ce que j'aimerais bien te demander, c'est que je sais que tu bouges beaucoup. Donc, comment est-ce que toi, tu vis personnellement le changement? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es toi-même surprise à ressentir les mêmes freins et les mêmes résistances que les équipes que tu accompagnes? Absolument, absolument. D'ailleurs, j'ai fait un post très récemment sur le fait de se dire que on est tous humains et vivre le changement, c'est quand même vivre un certain inconfort à un moment donné, et que il y a aussi il faut respecter l'homéostasie. Et donc une certaine forme de stabilité. C'est à la fois physiologique, tu vois, et c'est absolument inhérent à notre condition humaine. On ne peut pas être toujours en train de changer tout le temps, partout, voilà. Donc, je me souviens d'une coach qui me disait que on ne peut pas avoir plus
40% de changements dans l'année. Donc ça veut dire que les changements qu'on peut faire doivent être extrêmement minimes. Tu peux pas, par exemple, dans une même année, je te donne un exemple, à la fois déménager, te marier, avoir des enfants, etc. Tu vois? Donc ça, c'est de trop grands bouleversements dans une vie et le cerveau a pas le temps de processer. Donc oui, je suis aussi comme tout le monde, je vis des moments où le changement est difficile, le changement est compliqué, où le changement me questionne, me fait douter, parfois même fait miroir peut-être à certaines résistances aussi. Et ce qui est intéressant, parce que tu vois, avec ma posture de coach, j'essaye de comprendre en fait à quel moment en fait ça percute des choses en moi, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient dire en fait sur moi et sur mon comportement. Et je dirais que quand on travaille dans ce métier, quand on est dans la conduite du changement, l'adaptation, les transformations, il faut pouvoir aussi expliquer que le temps d'adaptation est un temps aussi ou le temps d'homéostasie ou de stabilité est aussi un moment aussi important que le changement lui-même, parce que c'est le moment de la consolidation et du progrès. Donc, effectivement, les grandes transformations que l'on vit en entreprise peuvent être des transformations qui sont bouleversantes et même parfois des transformations qui peuvent faire souffrir certaines catégories de population. Mais il y a aussi, dans ma posture ou dans mon métier, l'idée que il faut pouvoir aussi expliquer aux organisations que trop de changements peut être complètement contre-productif et qu'il y a en fait des étapes à respecter et des moments en fait de stabilité et de consolidation qu'il faut absolument aussi respecter dans tout projet de transformation. Ah bah tout à fait. Trop de changements, on va dire, tue le changement. Exactement. Merci Iman. Est-ce que pour finir, tu aurais une ressource à conseiller à nos auditeurs? Ah oui, j'en ai beaucoup. Mais je dirais que si on s'intéresse à la culture apprenante, la 5e discipline de Peter Senge, j'espère bien prononcer son nom de famille. C'est un professeur au MIT. Qui a écrit cet ouvrage il y a déjà 25 ans et il était extrêmement visionnaire sur la culture apprenante. Peut-être qu'à l'époque, il était pas très écouté. Aujourd'hui, il est tout à fait d'actualité et même au cœur des sujets. Ah bah écoute, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Iman. Donc merci à toi pour ce partage très inspirant. Donc et merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec moi. Merci à toi Anne-Marie, merci pour l'invitation et je suis toujours ravie de pouvoir parler de ces sujets qui me passionnent et surtout de passer dans ton podcast. Merci Iman, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.